Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire sur la situation à l'est de la RDC. Tout d'abord, petite annonce logistique. Ce webinaire se passera entièrement en français, mais sera traduit simultanément en anglais. Merci à Alix et Morgane, nos interprètes. Donc, il vous suffit d'aller cliquer sur le petit bouton interprétation dans les icônes du bas. So today this webinar will be in French, but interpretation is available if you click on the world button on the icons below. You will hear the voice of Morgan or Alizé, sorry. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Je vois que les gens continuent de nous rejoindre, mais voilà, on va commencer et ils se joindront bien à nous. Donc, je me présente d'abord, je suis Fanny Paulet, la directrice de l'ONG belge Viva Salud. Viva Salud qui a des organisations partenaires en RD Congo, Étoile du Sud qui est là ce soir représentée par Eric Kambalé et Si Jeunesse Savait qui travaille en collaboration avec l'organisation de Jean-Claude Katende. Et Viva Salud eh bien, voilà, est active depuis de nombreuses années au Congo et particulièrement ces derniers temps au vu de l'actualité évidemment. Donc à côté du fait qu'on relaie les témoignages évidemment de tout ce qui se passe sur le terrain et particulièrement à Goma ces temps-ci, on voulait aussi prendre le temps de voilà, de mettre un peu la lumière et d'analyser un petit peu avec vous et avec nos invités la situation sur place. Et en particulier l'implication de l'Union européenne et des puissances internationales dans la déstabilisation du pays et l'exploitation illégale de ses ressources naturelles. Alors, pour nous aider à faire la lumière sur cette situation, nous avons ce soir trois personnes. Je vais d'abord les présenter et puis nous les écouterons. Premièrement, donc, on a Eric Kambalé, qui est le président d'Étoile du Sud, une ONG congolaise. Et Eric nous parlera de ce terme de conflit dans le contexte de la RD Congo. Et il abordera également le rôle de l'Union européenne dans le pillage des minerais et de son impact direct sur les populations congolaises. Fort de son expérience récente à Goma, il partagera également son vécu sur le terrain. Puis nous écouterons Jean-Claude Katende, qui est président national de l'ASADO et qui nous parlera de la stratégie de balkanisation de la RDC. Il nous expliquera les rôles des puissances occidentales dans cette stratégie et l'impact de l'instabilité sur l'exploitation illégale des minerais par les multinationales. Et finalement, Marc Botenga nous parlera de la responsabilité des acteurs internationaux. Marc est député européen et il nous expliquera la contradiction de l'Union européenne, qui se dit actrice de la paix tout en soutenant le Rwanda, accusé de déstabiliser la RD Congo. Il abordera aussi la politique commerciale de l'Union européenne en Afrique et son côté impérialiste, et finalement dénoncera la responsabilité de l'Union européenne dans la situation actuelle de la RD Congo. Il reviendra notamment enfin sur les récentes décisions du Parlement européen, notamment la demande de suspension de l'accord UE-Rwanda sur les matières premières. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez tout au long de leur présentation poser vos questions dans le chat et nous les reprendrons à la fin de leurs trois présentations et tenterons d'y répondre. Donc, si vous avez une question plus particulièrement posée à l'un de nos orateurs, merci de le préciser, ce sera plus simple à régler. Et sinon, dites que c'est de manière générale. Donc voilà, on va commencer avec Eric. Eric, je t'en prie, tu peux ouvrir ton micro pour qu'on t'entende bien. Oui, je suis là. Voilà, super. Eric, est-ce que tu partages toi ta présentation ou tu préfères que nous le fassions? Si si vous le faites, c'est mieux Ok, ça parce que je va. ne suis pas trop machine. C'est pour ça que je te préférais savoir. Oui. Ok, mais tu peux démarrer et Asia va lancer ta présentation alors. OK. Bonjour tout le monde et merci beaucoup de venir
dans ce forum pour que nous puissions partager ensemble tous ces thèmes qui venaient d'être cités par la directrice de cette réunion. Je suis Eric Cambalé et je suis de l'ONG Étoile du Sud, comme elle avait dit. Et moi et vous, nous allons partager ensemble, essayer euh, de clarifier le concept conflit en République démocratique du Congo, mais nous allons aussi dénoncer l'implication de l'Union européenne dans les massacres des Congolais à l'est de la République, mais aussi le pillage des matières premières qu'on appelle les matières stratégiques qui sont volées chaque jour à l'est de la République et qui nous amènent les conflits. En fait, les conflits, nous pensons que c'est lorsque nous avons essayé de regarder, les conflits ne viennent pas d'aujourd'hui, les conflits datent de longtemps, depuis que la Belgique avait découvert qu'il y avait au Congo des matières premières stratégiques et le Congolais a commencé à subir depuis ce jour-là. Et voilà, avec convoitise, tout le pays du monde ont appris qu'il y avait beaucoup de matières premières stratégiques au Congo et ils en courent. Voilà pourquoi le conflit au Congo, nous disons que c'est un conflit économique. Donc, il tire ses origines autour de minerais stratégiques du Congo. Les conflits, nous allons les diviser à trois niveaux. Il y a d'abord les grandes puissances qui s'accourent pour ces matières premières. Et il y a aussi, en dehors de ces grandes puissances, les multinationales du secteur de mines qui sont aussi stigmatisateurs euh, de conflits. Et à côté d'eux, il y a tout ce qui nous entoure au Congo et qui convoitent aussi nos minerais. Et ce sont les personnes ou ce sont les pays qui sont utilisés pour déstabiliser le Congo. Donc, le conflit, vous voyez, il a un grand espace et ça nous amène toujours au conflit armé. Le conflit armé vient à deuxième partie de cette première partie qui a constitué le néocolonialisme. Et maintenant, le néocolonialisme intervient encore dans cette forme-là de groupes armés qui sont utilisés pour prendre les matières premières de la République à vil prix. Alors, aujourd'hui, nous constatons que l'Union européenne est aussi impliquée dans la création de conflits, surtout à l'est de la République. Et comment? En finançant justement le Rwanda et Kagame, et en finançant directement l'armée rwandaise qui intervient avec armes en République démocratique du Congo. Ce n'est pas quelque chose à cacher, tout le monde voit clairement avec le M23, avec tous ces groupes armés-là, clairement, c'est visible que l'argent de l'Union européenne permet que les Congolais sautillés, permet que les matières premières du Congo sont exportées à partir du Rwanda. Voilà donc ce que nous pouvons dire des origines de ces conflits. Donc, les grandes puissances viennent chercher les matières premières au Congo, ça passait par le Congolais. Une guerre géopolitique déguisée. Une guerre à quelque sorte aux pays limitrophes. Là, je vais citer l'Ouganda et le Rwanda. Parce que l'Ouganda, du côté nord, du Nord Kivu,
il y a les gens qui sont tués chaque jour, justement à la recherche de ces matières premières. Alors, vous pouvez constater que l'impérialiste développe d'un côté une stratégie pour écarter le Congolais de la jouissance de leurs matières premières. Et ça devient une tragédie parce que le Congolais souffre d'avoir possédé les matières premières. Voilà ce que nous pouvons dire déjà en introduction de notre thème. Nous allons y aller rapidement et vous comprenez que les conséquences sont graves. Les conséquences sont grandes et les rapports des Nations Unies. Si nous parlons de rapport mapping, et si nous parlons même de ce rapport des experts des Nations Unies de décembre 2024, vous allez 10 millions de morts. 10 millions de morts, cela a été dit dans plusieurs rapports. Il parle même au-delà de 6 millions de morts. Et vous comprenez, quand il parle de 6 millions de morts, d'autres parlent de 10 millions de morts. Et les femmes violées, vous savez combien? Plus de 500 000 femmes violées. Et combien d'enfants qui sont dans un état de santé détérioré, malnutrition. Plusieurs enfants, ici je vais essayer de regarder, on a parlé de 25 000 enfants. Et voilà la condition dans laquelle vit le Congolais de minerais propriétaires convoités par le monde entier. Ceux-là qui devaient être, qui devaient jouir de leurs richesses, contrairement à cela, ils sont tués et ils vivent dans une situation de précarité, de pauvreté. Et voilà, la deuxième conséquence, c'est justement la violation grave des droits humains. Je venais de parler des viols, il y a des violences et même la destruction de l'environnement. Oui, et l'homme n'a plus ce droit quand on le retrouve décapité. Oui, on arrive, on n'a pas de remords que de couper la tête d'une femme et laisser son enfant continuer à téter sur ses seins. C'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant ce qui se passe dans notre République. Et c'est l'instabilité politique. Parce que celui qui ne sera pas d'accord avec la manière de faire avec ces multinationales, et il va déstabiliser la politique pour les mettre dehors. Et voilà, nous allons parler maintenant des responsabilités de l'Union européenne dans ce massacre-là. C'est comme nous avons dit au début, ce n'est plus à cacher, les voiles sont tombés. L'Union européenne finance l'armée rwandaise pour intervenir au Congo. L'Union européenne finance Kagame pour venir prendre les matières premières stratégiques au Congo et le vendre au nom du Rwanda à vil prix. L'Union européenne va signer des contrats avec le Rwanda pour lui fournir les matières premières qu'il n'a pas et qui se retrouveraient au Congo. Et nous disons, nous dénonçons cela. Nous disons que ce n'est pas normal. L'Union européenne a oublié les lois internationales. L'Union européenne a oublié même Kadhafi, plutôt, excusez-moi, Kagame. Kagame au pouvoir 30 ans. 30 ans au pouvoir. Mais on ne sait pas voir ça. Alors, la leçon qu'on nous donne, c'est s'ingérer dans le pays et prendre le minerai.
Voilà donc ce que nous pouvons dire. Nous dénonçons cela, que l'Union européenne est responsable de tous ces morts à l'est de la République démocratique du Congo. Et les multinationales qui viennent chercher, comme l'Union européenne, les matières stratégiques au Congo. Et nous disons les multinationales des États-Unis et les multinationales de l'Europe sont responsables de conflits et sont responsables de tous ces morts à l'est de la République démocratique du Congo. Nous disons que les minéraux de la République démocratique du Congo peuvent être négociés avec le gouvernement congolais sans passer par les guerres. Et parce que jusque-là, nous n'avons jamais vu un investisseur dans le domaine, dans le secteur, qui a été renvoyé en dos parce qu'il a demandé un partenariat pour les matières premières. Et donc, nous demandons à ces multinationales et à l'Union européenne officielle négocier les matières premières avec démocratique. Si nous pouvons passer au slide suivant. Voilà. Nous avons aussi dit que l'Union européenne est responsable parce qu'il reste silencieux. Il est complice de cette ingérence-là. En dehors de financer le Rwanda, il est silencieux. Toutes ces matières premières viennent en Europe, viennent aux États-Unis. Toutes ces entreprises et ces multinationales sont avec eux là-bas. Et où est la charte des Nations Unies? Et l'Union européenne a oublié cela. Parce que justement, il est silencieux. Il ne pose pas de questions comment les matières ont quitté le Congo pour l'Europe. Et là, nous allons encore aller plus loin. Lorsqu'ils ont mis le matériel de traçabilité des matières premières, mais pourquoi ce n'est pas la même chose, cet instrument-là n'est pas utilisé par l'Union européenne? Parce que si cela a été utilisé par l'Union européenne, à ce moment-là, on pouvait aussi intercepter les matières qui viennent du Rwanda, tout en sachant que ça venait du Congo. Alors, il y aurait traçabilité que, voilà, vous avez volé les matières du Congo, vous allez être frappé par le mécanisme et l'outil que nous avons mis en place. Donc, il restait silencieux. Et même sur le plan diplomatique, c'est le Rwanda qui est propulsé, c'est le Rwanda qui est publicité, c'est le Rwanda qui fait très bien les choses. C'est ça la complicité que nous reconnaissons à l'Union européenne. Chaque année, l'ONU documente des crimes en RDC avec des chiffres. Mais cette ONU-là, c'est comme si l'ONU n'existait pas. Quelles sont les sanctions qui ont été retenues contre les pilleurs de matières premières au Congo, contre les criminels qui ont tué autant de personnes? Plus de 10 millions de personnes. Voilà, nous disons que c'est une complicité grave, pas seulement de l'Union européenne, mais aussi de l'ONU. Nous avons parlé de la diplomatie silencieuse face aux crimes de guerre. Bien sûr, malgré les preuves accablantes qui se retrouveraient dans leurs propres rapports, l'Union européenne ne fait rien. Il est inactif. Malgré les accusations même de la République démocratique du Congo, aucune sanction. Le contraire, c'est le financement qui va remercier tous ceux-là qu'il faut se bévir par l'Union européenne, par l'OTAN. Et donc, nous disons, les États-Unis et l'Union européenne sont responsables de toutes ces tueries qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà.
Nous avons parlé de millions de morts. Nous pouvons avancer. Voilà la souffrance dans laquelle la République démocratique du Congo est en train de passer à cause de ce minerai stratégique qui se retrouverait sur son sol. Venez négocier tout ce minerai stratégique, le coltan. Le coltan, c'est un minerai qui est utilisé dans les électroniques. Le cobalt et le lithium, c'est des minéraux qui sont utilisés dans la fabrication de batteries et maintenant de voitures électriques. Et il y a l'or, le diamant, sans oublier l'uranium. Donc, toutes ces matières stratégiques sont le malheur de la République démocratique du Congo. Et le Congolais doit les savoir. Maintenant, c'est l'heure de la résistance pour le Congolais. Nous disons, la RDC n'est pas un pays pauvre. Tous les Congolais doivent le savoir. Et la RDC est volée par le monde entier qui convoite ces minéraux. À commencer par l'Union européenne, les multinationales, l'OTAN. La France, je vais entre parenthèses évoquer la France parce que ce n'est pas caché. Macron, le président de la France, lorsqu'il est venu ici à Francophonie, vous avez vu la manifestation de la population. Et donc, la population est éveillée, connaît son ennemi. Le peuple congolais est prié à s'unir et exiger sa souveraineté totale et son indépendance économique sur ses ressources. Ce que nous devons exiger maintenant, une traçabilité, non. Je vais essayer de changer ici. On n'exige pas la traçabilité stricte des minéraux parce que cet instrument existe, mais on fait fi à cet instrument. Nous exigeons une indépendance économique et une souveraineté réelle de la République démocratique du Congo. Nous demandons, nous exigeons les sanctions contre toutes ces entreprises, que ce soit les pays, que ce soit tous les intervenants dans les massacres, dans le pillage des richesses, qu'ils soient sanctionnés par les instruments internationaux qu'ils sont déjà établis. Nous demandons que les retraits de ces multinationales, des militaires, des groupes armés soient effectifs. Nous demandons un soutien international de l'État congolais pour lui permettre de décoller lorsque tous ces prédateurs seront mis dehors. Et à ce moment-là, tout le monde peut accéder aux richesses congolaises sans difficulté. Nous recommandons, si nous pouvons aller, nous recommandons des sanctions contre les États et les entreprises complices du pillage. Nous recommandons une mise en place de mécanismes de traçabilité stricte pour le minerai congolais. Mais là, je venais d'expliquer avant, ce n'est pas vraiment une traçabilité stricte, mais c'est plutôt l'indépendance économique. Nous demandons une pression diplomatique sur le Rwanda, l'Ouganda, tous ces caporaux des multinationales et de grandes puissances qui sont utilisés pour enrayer le Congo. Nous demandons un soutien au gouvernement de la République démocratique du Congo pour que sa souveraineté soit réellement établie et que la relation avec les pays du monde soit une relation d'égal à égal, mais aussi que le gouvernement de la République démocratique du Congo soit aidé réellement pour que ces matières premières profitent à la République, à l'Afrique et au monde.
Merci beaucoup, Eric. Merci pour cette présentation très claire et merci à la connexion qui, pour une fois, ne nous a pas lâchés au Congo. Donc, pour ceux qui nous Merci. ont rejoints, on vient d'entendre Eric Kambale, président d'Étoiles du Sud, une ONG congolaise de laquelle Viva Salud est partenaire. Et moi, je suis Fanny Paulet, la directrice de Viva Salud. Et donc, Eric nous a parlé un peu du contexte et du pillage des ressources. Et maintenant, nous allons écouter Jean-Claude Katende, qui va nous parler de la stratégie de balkanisation de la RD Congo. Et Jean-Claude est président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme. Et puis nous terminerons finalement par Marc Botenga, député européen, qui nous parlera de la responsabilité des acteurs internationaux. Et je rappelle encore deux choses, aussi pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard. Il y a une interprétation en anglais qui est disponible et vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons après avoir écouté nos trois intervenants. Et si c'est une question qui est particulièrement adressée à quelqu'un, n'hésitez pas à le préciser. Merci beaucoup. Jean-Claude, nous t'écoutons. Et peut-être d'abord, Jean-Claude, veux-tu toi-même passer ton PowerPoint ou est-ce qu'on s'en occupe nous-mêmes? Vous pouvez m'aider à le faire, désolé. Ok, pas de problème. Asia, Merci. à toi l'honneur. Voilà. Jean-Claude, vous pouvez commencer le temps que... Voilà, c'est déjà là. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Fanny, pour m'avoir associé à cet échange qui est très important pour nous ici en République démocratique du Congo. Je voudrais saluer tout le monde qui participe à ce forum et je rappelle que, comme vous l'avez déjà souligné, que je vais parler de la stratégie de balkanisation de la République démocratique du Congo. Je vais commencer par discuter avec les participants à ce forum sur le mot balkanisation. Balkanisation signifie tout simplement le démembrement, le démantèlement d'un pays en plusieurs États indépendants. Et ce démantèlement peut trouver sa justification dans plusieurs raisons. La première, ça peut être que les frontières héritées de la colonisation sont remises en cause, soit par une partie de la population appuyée par les forces impérialistes, soit par tout simplement le souci des autres États d'accéder aux ressources naturelles de ce pays-là. Mais ça peut être aussi la volonté des pays colonisateurs de garder le contrôle des provinces riches en minerais ou en pétrole. Nous avons l'exemple de l'Empire ottoman et nous avons les cas le plus récent, c'est celui qui concerne le Soudan. Donc, globalement, nous pouvons dire que la balkanisation, c'est cette idée, cette stratégie qui vise à séparer ou à rendre plusieurs provinces d'un pays indépendant pour les objectifs ou pour les raisons que je venais d'avancer. Alors, le deuxième point que je vais aborder, c'est de démontrer que pour la République démocratique du Congo, quand on parle de la balkanisation, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. En fait, la balkanisation chez nous, elle a plusieurs formes. Et ici, nous pouvons dire que la première tentative de la balkanisation du Congo a eu lieu en 1960, quelques mois après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Les provinces du Katanga et du Sud Kasaï sont entrées en sécession
grâce au soutien de certains milieux belges qui voulaient en fait, qui n'étaient pas, ces milieux n'étaient pas contents du fait que les mines de la République démocratique du Congo échappaient à la Belgique par le fait de l'indépendance. Et donc, ces milieux voulaient garder la main sur les minéraux, principalement du Katanga, mais aussi du Sud Kasaï. Et vous savez que le Katanga, c'était à l'époque principalement le cobalt et le cuivre. Et pour le Kasaï, c'était principalement le diamant. Et le Premier ministre Lumumba avait déjà accusé la Belgique d'avoir mis en place un plan de balkanisation du Congo en plusieurs États, l'État du Katanga et l'État indépendant du Sud Kasaï. En 1996, la mise en place des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, qui était mise en place dans l'objectif de permettre au Rwanda et à l'Ouganda, armés par les puissances occidentales, dont les États-Unis qui ont joué un rôle très important, en fait, pour permettre à ces deux États voisins d'accéder facilement aux minéraux de la République démocratique du Congo. Et comme ces minéraux ne sont pas consommés au Rwanda et en Ouganda, c'est donc les États occidentaux qui allaient tirer profit, n'est-ce pas, de la mise en place de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération de la République démocratique du Congo. Ensuite, en 1999, le pays a connu presque une balkanisation de fait. De fait parce que elle n'était pas devenue effective, mais c'était en fait la guerre des principaux mouvements rebelles du Congo, les mouvements de libération du Congo, les MLC de M. Jean-Pierre Bemba et le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, qui avait, l'un des mouvements avait pris la partie du nord ouest de la République démocratique du Congo et les RCD avaient pris la partie qui concerne les Kivu. Et pendant plusieurs années, ils ont commencé à régner sur ces territoires sans se référer au pouvoir de Kinshasa. Après la réunification, à la suite du dialogue intercongolais de Sun City, on pouvait remarquer qu'il y a eu plusieurs groupes rebelles qui ont pris possession de certaines concessions minières ou de certains territoires riches en ressources naturelles et qu'ils ont contrôlés jusqu'aujourd'hui, entraînant ainsi une balkanisation que nous pouvons qualifier de balkanisation économique, parce que la plupart des territoires à l'est du pays ne sont pas contrôlés par le gouvernement congolais. Et je pense que M. Eric a souligné cela. Ces groupes rebelles ont accès à des minéraux stratégiques qui sont envoyés sur le Rwanda, et c'est le Rwanda qui en devient le premier exportateur mondial, notamment pour ce qui concerne le coltan. Et entre 2013 et 2023, il y a la guerre du M23 qui a, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, le M23, c'est un mouvement totalement soutenu par le Rwanda. Et les objectifs principaux de ces mouvements, c'est de prendre le contrôle du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et quand vous observez l'itinéraire de conquête du M23, vous allez effectivement arriver à la conclusion que c'était en fait les territoires riches en ressources naturelles à minerais qui ont été visés. Mais il y a quand même une exception qu'il faut souligner parce que dans les territoires, excusez-moi, de Walikale, il y a beaucoup d'étain là-bas.
Mais comme cet étang est exploité par une entreprise américaine, Alpha Mine, les rebelles n'ont pas voulu aller là-bas. Ce qui nous met la puce à l'oreille, pourquoi ils ne sont pas allés à Walikale alors que Walikale est proche de Rutshuru. Mais ils ont évité de se mettre en contradiction avec une entreprise occidentale et dans le cas d'espèce, c'est une entreprise américaine. Et donc, si nous regardons tous ces aspects, nous allons voir effectivement que les tentatives de balkanisation du Congo n'ont pas commencé aujourd'hui, mais ces idées continuent à prendre forme chaque jour. Mais l'avantage que nous avons, nous les Congolais, c'est qu'il n'y a pas assez de gens crédibles qui en fait, qui acceptent ou qui participent à cette balkanisation du Congo. La plupart des Congolais sont attachés à l'unité du pays et je pense que toutes les tentatives qui ont eu lieu n'ont pas pu aboutir principalement pour cette volonté des Congolais, et particulièrement des compatriotes du Sud Kivu et du Nord Kivu, qui sont très opposés à ce que leur terre soit prise par les Rwandais ou par les Ougandais. Alors, dans ce contexte de tentative de balkanisation, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir, mais quel est le rôle des puissances occidentales dans cette stratégie de balkanisation? Je remercie beaucoup M. Eric Kambale d'avoir déjà abordé, donné certains éléments. Mais les éléments que je vais ajouter, c'est notamment le fait que les groupes, les puissances occidentales, les États occidentaux, sont des parrains de groupes séparatistes. Ils sont parrains de ces gens-là. Parce que la question que nous devons nous poser, par exemple, pour ce qui concerne le M23, c'est de savoir comment ils s'approvisionnent en armes. Le Rwanda ne fabrique pas les armes. C'est que les armes viennent de quelque part. Et donc, les puissances occidentales sont des parrains de ces groupes séparatistes. Et ces mêmes puissances essaient d'instrumentaliser toutes les revendications identitaires, toutes les revendications séparatistes de certains acteurs sociaux, nationaux, je voulais dire, et qui les exploitent pour qu'en fin de compte, ces identités soient considérées comme s'il y a des minorités qui sont en danger. Vous avez entendu certains discours de certains leaders européens qui ont soutenu, par exemple, qu'il y avait des minorités engagés en République démocratique du Congo et que leurs revendications étaient fondées. C'est vrai, ça c'est un argument qui est présenté de manière objective au monde, mais ce qui se cache derrière, c'est le fait tout simplement que par ce groupe rebelle, les États occidentaux, à travers leurs multinationales, accèdent à moindre coût à des minéraux qui viennent de la République démocratique du Congo. En même temps, ces États apportent un soutien politique au niveau sous-régional comme au niveau international. J'ai souligné le fait qu'il y a les soutiens logistiques. Vous allez vous rappeler que le secrétaire général des Nations Unies avait dit l'année passée que les M23 étaient mieux équipés que l'armée de la République démocratique. Où est-ce que ces gens vont trouver des armes modernes comme ils les ont si ce n'est pas par les soutiens de certains États qui sont derrière? Et le dernier élément de ce rôle des États occidentaux dans la balkanisation du Congo, ces groupes rebelles sont toujours accompagnés par des techniciens ou des experts. Certains même se feraient passer pour travailler pour des ONG internationales, alors que c'est une position qui leur permet tout simplement de fournir des informations, de fournir des conseils aux groupes rebelles.
Les derniers points que je vais aborder concernent comment, la question de savoir comment les multinationales profitent de l'instabilité de la République démocratique du Congo pour exploiter illégalement nos minéraux. La première chose, ces multinationales travaillent assidûment à la conclusion des contrats léonais. Vous allez vous rappeler que vers les années 80-96, au moment où l'AFDL commençait la conquête de territoire de la République démocratique du Congo, beaucoup d'entreprises occidentales n'ont pas hésité de s'approcher, n'est-ce pas, de l'AFDL pour avoir la possibilité d'accéder aux ressources par des contrats léonais. Et ici, je voudrais rappeler que la commission Lutundula qui avait été mise en place au sein de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a démontré qu'il y a eu au moins 26 contrats léonais qui ont été signés entre 2001 et 2003 et qui ont conduit la République démocratique du Congo à la perte de 11 milliards de dollars. Et ce rapport, il est disponible. En même temps, les rôles aussi en fait, des multinationales, c'est de pouvoir profiter des minéraux qui sont exploités illégalement par des groupes rebelles pour des coûts les plus moindres possibles. En fait, c'est de faire des affaires dans les conditions où elles ne dépensent pas beaucoup d'argent, ces multinationales, mais se font des bénéfices énormes au moment où les groupes rebelles ne profitent fondamentalement de rien. Mais aussi, les multinationales participent au blanchissement des minéraux qui sont pillés au Congo et qui passent par le Rwanda. Et là, je voudrais, toujours dans la même perspective, rappeler que la semaine dernière, Madame Tina Salama, la porte-parole du président Tshisekedi, a mentionné que le président Tshisekedi a invité les États-Unis, dont les entreprises s'approvisionnent en matières premières stratégiques auprès du Rwanda, qui les pille en massacrant les populations congolaises, c'est que M. Eric a démontré tout à l'heure, de venir les acheter directement en République démocratique du Congo, c'est-à-dire auprès du gouvernement congolais qui en est propriétaire. Et dans cette perspective, en 2023, en décembre, le gouvernement congolais a déposé une plainte contre une entreprise américaine qui s'approvisionne au Rwanda. Et donc, vous voyez là que les multinationales profitent de cette instabilité pour pouvoir s'approvisionner, comme je l'avais déjà dit, à moindre frais. Et aussi, les multinationales fournissent des ressources financières. Parce que si les groupes rebelles continuent à survivre jusqu'aujourd'hui, presque 30 ans après, c'est parce que ces groupes rebelles obtiennent de fonds de la part de ces multinationales, parce que même si on parle de la traçabilité, je ne pense pas qu'elle soit aussi profonde, qu'elle soit aussi sérieuse, comme dans le cas, par exemple, du processus de Kimberley, qui a permis à des États comme la Sierra Leone de sortir de la guerre à cause du fait que le diamant devenait de plus en plus contrôlé et difficile à vendre. Ce n'est pas encore le cas pour ce qui concerne le coltan, l'or et les autres minéraux qui sont vendus sans, je dirais, un certificat qui montre que ces minéraux viendraient des sites propres, des sites qui ne sont pas exploités en violation des droits de l'homme ou par les groupes armés. Alors, en guise de conclusion, je dirais tout simplement que la balkanisation de la République démocratique du Congo, c'est une stratégie qui a commencé depuis bien longtemps, mais qui n'a pas réussi du fait que les Congolais sont opposés à ce que leur pays soit divisé en plusieurs États
indépendants, séparés les uns et les autres. Il faut aussi dire que les États occidentaux, comme les multinationales qui relèvent de tous ces États, jouent un rôle particulièrement négatif dans l'insécurité au Congo. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. C'était très pertinent et très intéressant. On va passer à notre troisième orateur, qui est Marc Botenga, député européen, et qui va nous parler voilà, plus précisément de comment ça se passe de son point de vue, de son côté à lui. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat et de préférence, écrivez votre question plutôt que de prendre la parole, ce sera plus facile à gérer. Merci beaucoup et Marc, je te laisse la parole. Bonsoir, merci beaucoup pour l'organisation et l'invitation. Merci aussi aux deux orateurs précédents qui ont donné énormément de richesse et d'éléments d'analyse qui me semblent pertinents et qui me mettent un peu en difficulté parce qu'il y a beaucoup de ces choses-là qu'évidemment on essaye ici de porter au sein du Parlement européen, mais que que je ne vais pas répéter. Je pense que peut-être un premier élément en voyant cela d'ici, c'est que nous sommes dans une situation où l'Union européenne, effectivement, euh, offre un soutien privilégié, notamment au gouvernement rwandais. Depuis un certain temps, bien sûr, c'est pas quelque chose de nouveau, mais ça s'est intensifié les dernières années. Ce qui a pu se voir, je prends toujours trois exemples. Un premier exemple est évidemment l'assistance militaire qui est offerte maintenant directement par l'Union européenne via ce qu'on appelle l'instrument européen pour la paix. C'est un instrument financier qui porte fort mal son nom parce qu'il sert à financer des armes. Et dans le cadre duquel le Rwanda a déjà reçu 40 millions approximativement de l'Union européenne. Officiellement, il s'agit de financer les activités de l'armée rwandaise au Mozambique, où l'armée rwandaise servirait les intérêts d'une multinationale française notamment. En pratique, il est évidemment complètement ridicule de prétendre que le soutien militaire qu'on donne à l'armée rwandaise serait utile et utilisé uniquement au Mozambique et ne passerait jamais dans les opérations de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. D'ailleurs, nous l'avons vu récemment, il y a un commandant qui a été déplacé tout simplement du Mozambique au Congo. Deuxièmement, il y a cet accord ce protocole d'accord sur les matières premières qui a été conclu il y a un an avec le Rwanda par à l'époque la commissaire responsable, donc Commission européenne qui est un peu l'exécutif, le gouvernement de l'Union européenne, et qui a comme but formel, c'est pas quelque chose de caché, de favoriser l'insertion de matières premières et de ressources naturelles exportées par le Rwanda dans les chaînes d'approvisionnement vis-à-vis de l'Europe. En gros, c'est un accord qui doit garantir à l'Europe un accès aux matières premières exportées par le Rwanda. Et dans ce cadre, et c'est un peu le troisième élément, l'Union européenne a promis au Rwanda plus de 900 millions d'investissements dans le cadre de ce qu'on appelle un programme Global Gateway, ce qui est un programme infrastructurel, mais qui regarde aussi en partie les matières premières. Et l'objectif là-dedans, c'est évidemment d'aider le Rwanda à exporter certaines ressources. Maintenant, nous savons que ces ressources, et nous savons, encore une fois, c'est pas quelque chose que nous inventons ici, évidemment, mes camarades qui parlent la DRC le savent, le voient, mais nous ici, nous avons les rapports des Nations Unies qui le confirment. Des rapports des Nations Unies d'ailleurs qui montrent
à mon avis, que la politique européenne a encouragé même le Rwanda à aller plus loin. Parce que quand nous voyons par exemple le protocole d'accord sur les matières premières qui a été conclu en février 2024, ben, avec comme objectif la promotion, l'aide, la facilitation de l'exportation des matières premières par le Rwanda, ben, 2 mois après, le M23, mouvement armé, a été occupé la localité de Roubaïa, notamment la mine qui se trouve là, la mine de coltan qui se trouve là. Les Nations Unies ont ensuite parlé de la contamination la plus forte jamais enregistrée dans la région des chaînes d'approvisionnement en matière naturelle. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? C'est que tout simplement, on n'arrive plus à contrôler du tout ce qui est vraiment exporté par le Rwanda en tant que matière rwandaise et ce qui est en réalité, ce qui sont en réalité des ressources ou des richesses congolaises pillées via le M23 et passées en contrebande via le Rwanda pour les marchés internationaux. C'est-à-dire que ceux qui disent aujourd'hui que la coopération dans le cadre de ces accords entre l'Union européenne et le Rwanda sur la matière première garantirait ou permettrait de garantir qu'il y ait uniquement des ressources durables, minées vraiment au Rwanda, etc., c'est tout simplement faux. D'ailleurs, l'accord, le protocole d'accord lui-même, les gens qui ont pu le voir ont vu qu'il n'est garanti en rien un contrôle sur les matières premières ou sur l'origine plutôt, pardon, des matières premières, parce que il s'agirait tout simplement d'une certification qui peut être faite par le pays qui exporte. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, on permettrait au Rwanda de mettre un cachet sur les ressources qu'il exporte pour dire oui, oui, ça vient bien de chez nous. Vous savez bien que l'autocertification, évidemment, n'est pas du tout un processus qui permet quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que l'Union européenne agit de la sorte? Elle agit de la sorte parce qu'évidemment, elle a dans un cadre de lutte internationale, elle veut les ressources, elle veut les matières premières pour sa transition verte, pour pas seulement souvent on parle des téléphones où où le coltan est utilisé, etc. Mais il s'agit de bien d'autres choses. Il s'agit de l'industrie militaire, il s'agit de l'industrie spatiale. Donc ces matières premières sont vraiment stratégiques et essentielles pour les multinationales européennes. Et j'ai trouvé très intéressant ce qu'on disait, c'est qu'on évite les mines qui sont, ou que les groupes armés évitent les mines qui sont contrôlées par une multinationale américaine. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des choses qui bougent. Donc, nous avons obtenu au Parlement européen l'adoption d'une résolution qui demande que ce protocole d'accord sur les minerais soit suspendu. Nous avons obtenu la demande d'une forme d'embargo militaire et l'arrêt d'importation sur le territoire européen de minerais tachés de sang. Mais ni la Commission européenne ni le Conseil, où sont représentés les États, respectent cette décision ou appliquent cette décision du Parlement, cette résolution, pardon, du Parlement européen. Au contraire, nous avons vu hier qu'il y a eu un Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui a été vraiment un exemple d'hypocrisie. Pourquoi? Formellement, ils ont dit, écoutez, nous devons respecter, le Rwanda doit respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, parce que, comme en Ukraine, il faut respecter la Charte des Nations Unies. Mais c'est un enfumage dans la mesure où ils n'ont pas demandé l'arrêt de la coopération militaire. Ils n'ont pas demandé la suspension de l'accord sur les minerais. Donc, en d'autres termes, ils disent, nous devons faire comme en Ukraine, mais en pratique, ils font rien du tout. Parce que contre la Russie, ils ont pris énormément de sanctions, 16 paquets de sanctions déjà. Ils ont financièrement aidé l'Ukraine, etc., etc. Ici, ils disent qu'il faut faire comme en Ukraine, mais ils font absolument le contraire. Il y a aussi une hypocrisie. Pourquoi est-ce que les choses bougent un peu aujourd'hui? C'est qu'ils sentent la rage et la colère de la population congolaise et ils ont peur que ce qui s'est passé dans d'autres pays, en Afrique, où les Européens, souvent la France, mais aussi parfois d'autres pays européens, ont été mis à la porte d'une forme ou d'une autre, soit par l'arrêt de la coopération militaire, soit par la renégociation ou la suspension de certains accords sur la pêche.
ben, que ça se produise aussi en République démocratique du Congo. Et que donc la colère de la population congolaise se dirige en fait contre les Occidentaux, les Européens, en disant, voilà, nous avons besoin de notre souveraineté et nous ne voulons pas être pillés. Et du coup, ils sont aussi obligés d'un peu dire, oui, non, nous faisons aussi quelque chose contre le Rwanda. Les États-Unis sont très forts là-dedans. Ils ont soutenu Kagame pendant 30 ans. Et maintenant, ils disent oui, mais on prend aussi quelques sanctions contre quelques responsables. C'est évidemment un enfumage assez impressionnant. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on doit continuer à se battre, et je conclus là-dessus, comme ça on reste dans les temps, c'est évidemment, on parle même pas vraiment de sanctions contre le Rwanda, on parle d'abord en premier lieu d'arrêter le partenariat privilégié avec le Rwanda, parce qu'il s'agit de ça. Ce n'est pas que nous avons des relations normales avec le Rwanda, il y a des partenariats privilégiés entre l'Union européenne et le Rwanda, et nous devons les arrêter. C'est très clair. Aujourd'hui, je pense sur base de ce qu'ont dit aussi les deux orateurs précédents, et c'est possible, c'est tout à fait possible. Ça ne demande pas beaucoup comment dire, beaucoup d'activités de nos dirigeants, au contraire. Euh, Ne croyons pas, contrairement à ce qu'on nous a dit, que c'est le Luxembourg qui bloque tout ça. Hier, à la fin de la réunion, ils ont dit nous n'avons pas pu prendre de sanctions parce que le Luxembourg a tout bloqué. Soudainement, tout le monde est surpris. Pourquoi le Luxembourg? Évidemment, si c'était seulement le Luxembourg, petit pays au milieu de l'Union européenne qui s'opposait tout d'un coup à la politique en matière africaine de l'Union européenne, on trouverait les moyens de convaincre les Luxembourgeois à céder. C'est qu'évidemment, il y a d'autres pays derrière qui ne veulent pas actuellement arrêter la complicité de l'Union européenne avec les violations du droit international et des droits humains en RDC. Donc voilà, je pense que message d'espoir, la mobilisation a payé, fait bouger les lignes, la mobilisation tant en Europe en République démocratique du Congo. Et en même temps, il faut être vigilant, il faut être mobilisé pour que effectivement les mesures se prennent et pour qu'on ne reste pas sur les belles paroles qui peuvent faire plaisir ou qui peuvent être des paroles de propagande juste pour garantir que les intérêts occidentaux ne soient pas touchés. Voilà, je vais en rester là. S'il y a des questions, évidemment, nous sommes à disposition. Merci beaucoup. Merci Marc. Eh bien, nous avons des questions. Donc, un grand merci à nos trois orateurs, Éric Kambalé, Jean-Claude Katende et Marc Potenga, de nous avoir éclairés sur la situation à l'est du Congo et surtout sur le rôle des autres puissances au sein de la RDC. Alors, dans les questions qu'on lit, mais il y a beaucoup d'indignation et d'incompréhension par rapport à cette situation. Alors, je vais essayer de combiner certaines questions. On pourrait avoir une première, peut-être pour Marc, comme tu es encore tout frais, enfin tout chaud d'avoir parlé plutôt. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Donc c'est une question de Nicole, pourquoi est-ce que jusqu'à l'Union européenne et les Nations unies, pourquoi est-ce que ces personnes jouent vraiment au pyromane dans la question de la RDC? On voit qu'il y a des armes sophistiquées qui arrivent à tous ces mouvements rebelles. Comment est-ce qu'ils les trouvent? L'appui à l'armée rwandaise par l'Union européenne a accentué, comme on le disait, l'avancée des rebelles à l'est de la RDC. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Est-ce que tu peux peut-être répondre à cette question? Ben, très rapidement, je vais donner, au-delà des intérêts ponctuels que j'ai cités, je pense qu'il est important de souligner que l'Europe, les gouvernements européens n'ont jamais digéré l'indépendance des pays africains et la souveraineté des peuples africains. C'est vraiment important de se rendre compte de ça. C'est que après les indépendances formelles conquises par la lutte anticoloniale, ils ont tout fait pour maintenir, via toute une série de régimes, le contrôle sur le continent africain. Ils ont construit une dette très importante auprès de ces pays et ils sont venus ensuite avec des bons conseils, soi-disant, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, qui ont détruit
les services publics de ces pays, qui ont permis le pillage des ressources de ces pays, que ce soit l'or au Mali, que ce soit, enfin encore aujourd'hui, l'uranium au Niger, etc., etc. Et comment dire, cette idée que l'Afrique soit en réalité un peu une terre à conquérir ou à dominer et à piller pour l'Europe et pour ces multinationales, pour que ces multinationales puissent être compétitives, ça joue évidemment un rôle important. Et un deuxième rôle, je pense que c'est une deuxième raison, c'est que l'Union européenne ne veut pas que les pays africains choisissent ou déterminent eux-mêmes le sort de leurs richesses naturelles. Quand le Congo a une souveraineté pleine et forte, ben, le Congo peut décider de vendre ses ressources ou de les utiliser en interne pour son industrialisation, s'il le désire, ou le vendre à différents pays. Il peut décider que non, je veux vendre à la Chine parce qu'il m'offre un prix meilleur, ou je veux vendre à l'Europe parce que, etc. Mais c'est alors une décision souveraine du peuple congolais. L'objectif est évidemment d'éviter que les peuples locaux décident eux-mêmes souverainement de leurs ressources. Et ça, on le voit pas seulement au Congo ou en Afrique centrale, on le voit au Moyen-Orient. Les guerres pour le pétrole, pour le gaz, on l'a vu en Libye, pour rester en Afrique. Et la réponse à cela doit être claire. Ça doit être une mobilisation contre l'impérialisme et le néocolonialisme ici et évidemment en appui des luttes que mènent les peuples partout dans le monde et en particulier en Afrique. Merci Marc. Je vais combiner deux questions pour Eric. Donc Eric Kambalé, le président d'Étoiles du Sud. Par rapport surtout au pillage de ces ressources. Donc, il y a Émilie qui nous dit qu'on décrit de plus en plus l'existence de contrats signés de manière illégale. Que faire pour que tout ça rentre dans l'ordre? Comment est-ce qu'on peut, je la cite, remettre la maison dans l'ordre? Et alors, une des questions de Bijou qui demande pourquoi il n'y a pas une réglementation mondiale qui sanctionnerait les minerais venant des crimes de guerre. Alors, Eric, est-ce que tu te sens d'attaque pour répondre à ces deux questions? Donc, Oui. Oui, merci. Eric. Merci, Fanny. Ce sont des questions importantes qui déterminent un peu justement la situation macabre dans laquelle nous nous trouvons. Il y a justement ceux-là qui convoitent nos minerais et qui veulent les avoir à moins cher, qui utilisent la guerre. Et eux-mêmes fabriquent un outil pour la traçabilité des minerais. Un outil qu'eux n'utilisent pas. Donc, ça veut dire que nous sommes victimes de multinationales qui n'ont qu'un seul avis, voler nos minerais. Et même si l'instrument existerait, personne ne l'utiliserait. Au niveau interne, il y a des lois, il y a le code minier, il y a des lois qui réglementent le secteur de mine. Mais lorsque vous venez normalement, vous allez respecter cette loi-là. Vous allez donc respecter la loi congolaise et il y aura traçabilité des minerais. Mais lorsque vous venez avec un conflit avec les groupes armés, mais vous allez contrôler le minerai comment? Vous ne saurez même pas combien on a exploité, vous ne saurez même pas qui les a amenés, et vous ne saurez même pas, vous ne pourrez pas faire la traçabilité. Ce que nous devons faire pour que cela cesse, je pense que c'est un plaidoyer au niveau national et international, une solidarité commune pour justement demander à tous ceux-là qui sont dans ce secteur à pouvoir respecter la souveraineté congolaise. À l'intérieur comme à l'extérieur. Et là, on pourra avoir une possibilité. Alors, nous devons dénoncer et citer ces gens-là, tous ensemble, que ce soit au niveau de l'Europe, des États-Unis et partout. Aujourd'hui, lorsqu'on a dit l'Union européenne a envoyé
a financé l'armée rwandaise. Ça, au vu de tout le monde, et l'Union européenne n'a même pas eu le temps de dire non. Il a dit oui. Et il a revu sa décision pour dire non, on va stopper la collaboration et tout ça. Même si c'est peut-être nous endormir, mais quand même, tout le monde a su qu'il y avait quelque chose qui était au-delà du normal. Et maintenant, on veut revoir cette décision-là. Je pense que c'est la meilleure manière pour arriver à résoudre cette question-là. Merci beaucoup, Eric. Et peut-être, Jean-Claude, vous pourriez répondre à la question de Thérèse qui se demande pourquoi les multinationales ne négocient pas directement avec la RDC au lieu de passer par le Rwanda. Donc, soit ça vous va de répondre, Jean-Claude, sinon je Oui, demande. merci pour la question. Mais avant d'y répondre, je voudrais ajouter un élément à la réponse qui a été donnée par M. Marc Botenga tout à l'heure. Quand vous regardez la question des mines en République démocratique du Congo, vous allez voir que les provinces de Lualaba et du Haut-Katanga sont déjà, en fait, pour les mines les plus importantes, déjà occupées par les Chinois. Et donc, les Européens voudraient aussi avoir quelque chose. Et je pense que c'est pour ça qu'ils se sont concentrés sur les mines à l'est du pays, mais bien sûr, en ne respectant pas les lois de la République démocratique du Congo pour s'y concentrer. Il faut dire globalement que les mines du Congo sont contrôlées par les Chinois que par les Européens. Et je crois que ça pousse les multinationales étrangères, occidentales et les États occidentaux à s'organiser pour passer au pillage, évidemment, pour des raisons de coût, de moindre coût. Et cela me permet de répondre à la question de Madame Thérèse pour dire tout simplement que euh, quand on exploite les mines de manière industrielle, ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande beaucoup d'investissement et que ce qui se passe à l'Est, accéder aux minéraux par le fait de groupes armés, il n'y a pratiquement pas d'investissement à faire. Les groupes armés utilisent une main-d'œuvre que je qualifierais de prisonnière. Donc, ils ne payent pas les gens. Ils ne dépensent pas l'argent pour la protection de l'environnement. En fait, ils violent en fait toutes les lois possibles, que ce soit sur le plan de l'emploi, que ce soit sur la protection de l'environnement ou d'autres questions. Donc là, elles ont la possibilité d'accéder aux mines, aux minéraux, de manière la plus facile, bien sûr en tuant les êtres humains, mais aussi en dépensant moins. Et c'est ce qui fait que, pour moi, ces multinationales, les États occidentaux préfèrent dépenser moins et avoir les minéraux stratégiques que de passer par la voie officielle qui va leur exiger de répondre aux exigences de la loi, à investir. Et ça prend beaucoup d'argent, ça prend aussi beaucoup de temps. Merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Alors, est-ce qu'on peut retourner à Marc pour une question de Néhémie qui se demande, enfin qui pense qu'il y avait aussi un accord similaire entre l'Union européenne et la RD Congo. Elle se demande si c'était correct. Et parlant de la crédibilité des autorités congolaises vis-à-vis des décideurs européens, elle se demande comment nous sommes perçus, donc comment les Congolais sont perçus dans les institutions européennes, pourquoi notre voix ne porte pas plus haut. Oui, donc effectivement, ce genre de protocole d'accord a été signé avec plusieurs pays africains. Comprenons-nous bien, si
les Européens pouvaient avoir les ressources d'une autre façon, ils le feraient aussi. Donc, ils sont tout à fait disponibles à utiliser tous les moyens. Par contre, soulignons deux choses. Un, faire un accord avec la République démocratique du Congo de ce genre en soi ne pose pas de problème dans la mesure où la République démocratique du Congo ne viole pas actuellement le droit international en envahissant un autre pays et en volant les ressources d'un autre pays. C'est ça le problème. Quand vous faites vous pouvez faire un accord commercial si les deux parties sont d'accord, si voilà, il y a un accord entre deux gouvernements ou entre l'Union européenne et un autre pays, ça peut être légitime. Après, l'Union européenne va toujours essayer d'utiliser cet accord pour piller, mais alors c'est la responsabilité du gouvernement national et de nous en Europe vis-à-vis de l'Union européenne pour faire pression pour que ça n'arrive pas. Une nuance, c'est que l'accord, qu'à l'intérieur du programme de financement dont je parlais, le Rwanda reçoit beaucoup plus. On a promis beaucoup plus d'investissements, disons cela comme ça, au Rwanda que à la République démocratique du Congo, qui pourtant est beaucoup plus grande, qui etc. etc. Donc oui, il y a un tel accord, mais au niveau des investissements, il y a quand même eu un avantage très clair pour le Rwanda. Et encore une fois, on ne peut pas mettre les deux sur un même pied d'égalité parce qu'il y en a un qui envahit, qui viole la souveraineté de l'autre. Et comment sont perçus les Congolais? Ben, écoutez, je ne peux pas répondre à cette question-là de manière générale. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que dans un système, disons, qui a comme objectif la maximisation du profit, donc un système capitaliste, une Union européenne qui défend avant tout ce qu'elle appelle la compétitivité de ses propres multinationales, ce qui compte, ce sont les richesses. Et les gens sont secondaires. Moi, je ne crois pas un mot quand l'Union européenne me parle de valeurs européennes ou de droits humains. Parce que je vois qu'effectivement, en Ukraine, ils prétendent défendre ça, mais ensuite, quand Israël fait un génocide à Gaza, ils ne bougent pas, ils continuent de soutenir Israël. Ils parlent de droit international, mais quand le Rwanda viole la souveraineté, est complice de toute une série de crimes, ben, ils continuent en fait, comme si rien n'était, la coopération avec le Rwanda, même sur un plan militaire. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de voir que dans leur logique, ce qui compte, ce sont des intérêts économiques, financiers et pas du tout les populations locales. Et dans ce sens-là, ce n'est pas l'image en soi de la population congolaise ou de la population d'un autre pays qui détermine leur politique. J'espère que ça répond un peu à la question. Merci beaucoup. Oui, je trouve, merci. Pour Eric, une question de Bijou, de savoir par rapport aux sanctions, qu'est-ce qu'il y a comme obstacle, se demande-t-elle, pour imposer des sanctions concrètes contre les commanditaires de tous ces crimes, dont le Rwanda? Est-ce que, Eric, tu pourrais nous apporter un élément de réponse? Je vais seulement dire que comment voulez-vous que celui qui est en train de vous massacrer, vous allez lui demander de trouver un moyen de vous sauver? C'est là que c'est plus ou moins compliqué. Donc, on ne trouve pas une solution à ce problème parce que celui qui doit prendre la sanction est dans le cas de celui qui stigmatise, donc qui influence que le crime, le vol s'efface. Voilà pourquoi la sanction est vraiment difficile à obtenir pour ceux-là qui font le crime dans la région. Donc, nous devons essayer d'arriver à influencer toutes ces nations qui prennent les sanctions contre des pays pareils, des multinationales et tout ça, pour le convaincre à ce que
et ils acceptent nos droits et passer de l'autre côté pour sanctionner. À défaut de cela, ça sera un cercle vicieux. Et je peux profiter pour remercier Marc pour le travail si grand qu'il fait, parce que tout le monde le lit sur les réseaux sociaux et des fois, il m'adresse des messages pour se dire, mais c'est un Congolais à Belgique qui combat pour le Congolais. Et voilà, ça nous encourage. Et nous disons, si nous avons des personnes comme Marc, des personnes qui ont cet esprit humain pour que l'homme soit considéré au-delà des capitaux, alors si des personnes comme ça se retrouvent nombreux dans des places de prise de décision ou dans des places de prise de sanctions, alors ces gens-là seront sanctionnés. Merci beaucoup, Eric. Et je vais le dire maintenant, il y a quelqu'un qui voulais juste dire merci aux interlocuteurs et dire que vous êtes hyper courageux et de vrais héros. Donc voilà, ça s'adresse à vous trois. Eric, je reste sur toi pour une question par rapport aux chiffres. Est-ce qu'on a des chiffres qui s'approchent de la réalité sur le nombre de morts entraînés par cette guerre? On parle parfois, on entend le chiffre de 6 millions. Sur base de quoi? Est-ce que tu peux nous éclairer à ce sujet, s'il te plaît? Euh, les chiffres qui se retrouveraient dans les rapports des experts des Nations Unies, décembre 2024, les chiffres avoisinent 25 000 victimes femmes. Et ça, c'est ce que j'ai retrouvé dans ce rapport-là. Donc, en dehors des autres rapports qui ont été déjà publiés, qui parleraient de 6 millions, 6 millions de morts jusqu'à aujourd'hui par les experts des Nations Unies. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci. Il y Eric, a un lien que je peux partager oui, pour que les gens puissent accéder à ce rapport de décembre des experts des Nations Unies. ok, merci beaucoup, Eric. Et peut-être une dernière question pour Marc, plutôt sur ton vécu au sein des institutions européennes. Est-ce que tu rencontres des problèmes de racisme? Et peut-être, je suppose aussi une sous-question de différence de deux poids, deux mesures par rapport à un certain pays. Le racisme est évidemment très présent et je pense que c'est assez flagrant dans la politique même, euh, dans les médias parfois, dans les discours de certains députés. C'est très très clair. Je pense que le racisme est utilisé, vous savez, l'objectif, ce sont des intérêts géostratégiques, économiques. Et le racisme est utilisé pour, quelque part, justifier ces politiques ou au moins faire que les gens ne s'en soucient pas trop. Faire que oui, mais c'est loin, oui, mais bon, c'est quand même moins important. Je suis désolé, la lumière s'éteint. Il est tard ici On te voit aussi. encore. Tant mieux. Mais ce sont des mesures d'économie d'énergie qu'ils ont imposées au Parlement européen pour être en solidarité avec l'Ukraine. Donc, évidemment, ce racisme, il est là et il sert, en fait, c'est une idéologie qui sert à diviser les gens au sein des sociétés ici, mais aussi pour que, et c'était le cas déjà pendant le colonialisme, hein, pour dire que des personnes à l'extérieur de l'Europe, des personnes non blanches, étaient inférieures, et que donc on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Limite, c'était une bonne chose parce qu'on allait les civiliser. Euh, et
cette idéologie du racisme, elle est toujours présente. Elle est toujours présente et on la sent très clairement, mais on la sent au service d'une politique étrangère, au service d'une politique commerciale, hein. Et on la sent aussi dans le fait qu'on donne très peu la parole. Et c'est pour ça que je suis tellement ravi aujourd'hui de pouvoir partager ce panel avec Eric et Jean-Claude. On donne très peu la parole à des gens, aux gens, aux populations qui vivent les situations sur place. Donc souvent, on va avoir des experts d'ici. Par rapport, j'ai parlé de la Palestine, très peu de panels, effectivement, donnent la parole aux Palestiniens. On va parler de choses, mais comme si on connaissait mieux que les populations locales. Et donc, ça fait effectivement partie du combat, qui est un combat qui n'est pas nouveau. La question des droits humains, qui doivent être universels, c'est-à-dire d'application de manière égale à tous pour tous, c'est un combat qui est là depuis de longue date. Et c'est en fait, si on veut être direct et honnête, c'est l'essentiel aussi, ou c'est une dimension essentielle aussi des luttes anticoloniales que nous portons ici en Europe. Merci beaucoup, Marc. Et je vais terminer par une dernière question qui va s'adresser à nos 3 orateurs. Donc, on pourra reprendre peut-être l'ordre de leur présentation. Donc, Eric, puis Jean-Claude, puis Marc. Ce serait de savoir comment est-ce que vous pourriez dire à notre cinquantaine de participants ici ce soir, comment est-ce qu'on peut au mieux se mobiliser? Donc évidemment, on a un panel, je vois un peu des noms du monde entier, des personnes que je reconnais d'un peu partout dans le monde. Donc comment est-ce qu'on peut se mobiliser au Congo? Je reprends aussi des questions qui nous ont été posées ce soir. Comment est-ce qu'on peut participer au fait, Jean-Claude Katende, qu'on ne participe pas, qu'on fasse obstacle à la balkanisation du Congo quand on est au Congo? Comment pouvoir intensifier le travail de Marc, ce que Marc fait au Parlement européen? Comment est-ce qu'en Europe, on peut soutenir ces luttes? Donc voilà, si chacun à votre tour, Éric, Jean-Claude, puis Marc, vous pourriez nous donner un petit message d'inspiration pour terminer ce webinaire. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont posé des questions. Il y en a que j'ai essayé de combiner ou qui, j'espère, trouveront une réponse dans ces dernières propositions. Donc, Éric, nous t'écoutons. Ah oui, c'est une grande joie que j'ai participé à ce panel. Mais sinon, ce que je vais dire revient à la solidarité pour contribuer à ce que les choses reviennent au normal, au travail de Marc Botenga à l'Union européenne. Et chacun là où il est dans le monde, nous devons être solidaires. La solidarité va aider à augmenter notre plaidoyer, d'abord à ce qu'on mette pression sur les institutions qui peuvent réguler cette situation à agir, mais aussi à demander réparation pour les dégâts qui sont déjà commis. Par exemple, aujourd'hui, il y a les femmes, il y a les enfants qui sont dans la détresse, qui sont à la belle étoile, qui sont affamés, mis dans ces conditions-là par ces multinationales. Alors, nous devons faire vraiment pression à ce que dans l'unité, ici en RDC, et l'unité internationale pour qu'on arrive à une réponse, à monter une réponse qui peut résoudre cette question-là. Ça, Ok, c'est ma proposition. merci beaucoup, Éric. C'est très bien. Jean-Claude, est-ce qu'on peut vous écouter sur ce sujet également? Oui, merci pour la question et je pense que c'est une question importante et je crois que ce forum a permis
non seulement à la personne qui a posé la question, mais aux autres participants aussi de comprendre que la situation dans laquelle nous nous trouvons demande la participation de tous parce que c'est une injustice qui ne se justifie pas, qui est entretenue contre la République démocratique. L'avantage que vous avez en Europe, c'est le fait que si l'opinion européenne est mobilisée, comprend bien la question et se mobilise, elle peut faire, elle peut faire pression sur les dirigeants européens. Et je pense que ça, c'est le travail que Marc est en train de faire. Il le fait d'ailleurs bien. Et je pense que c'est sur ça on peut travailler. Et nous pensons que euh, pour arriver à cette mobilisation, ces genres d'échanges sont très sont très importants. J'ai vu que nous sommes à 60 quelques participants. C'est déjà quelque chose qui indique qu'il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt pour les gens à comprendre et à se mobiliser pour ça. Je crois que nous, on est disposé à partager avec tout celui qui voudrait bien comprendre davantage cette situation, les rapports, nos prises de position, que chacun pourrait relayer à sa manière pour participer à la mobilisation et à ce combat. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Marc, à toi. Oui, non, très rapidement, je pense que évidemment, d'une part, la mobilisation est essentielle, soyons clairs. Sans mobilisation, il n'y a pas de, ça ne bouge pas. Donc, si on peut contribuer ici en intervenant, en mettant la pression au Parlement, c'est important. Et évidemment, on veut le faire, mais le vrai changement ne viendra pas de ces institutions. Le vrai changement viendra des mobilisations et de la pression qu'on arrive à mettre. Parce que moi, je suis convaincu que si pour les autorités européennes, les gouvernements, il n'y a pas de coût euh, lié à leur politique, qui vont continuer la même politique qu'avant. Il faut qu'il y ait un prix à payer. C'est-à-dire que si vous avez, comme vous l'avez, un deux poids, deux mesures, où vous respectez le droit international, où vous faites respecter le droit international uniquement quand ça vous arrange, ben alors vous allez payer le prix parce que les autres pays ne vont pas vous respecter. La crédibilité européenne partout dans le monde aujourd'hui, elle est entachée. Quand la diplomatie européenne allait dire aux pays africains, asiatiques qu'ils devaient absolument sanctionner la Russie, beaucoup de pays ont répondu, mais pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas cohérent? Vous défendez la souveraineté de l'Ukraine, mais pas de la Palestine, pas du Congo. Et du coup, nous devons être clairs aussi vis-à-vis des gouvernements européens. D'une part, on met la pression, la population n'accepte pas votre complicité et votre politique étrangère et commerciale injuste. Et d'autre part, si vous ne changez pas, si vous n'allez pas vers un commerce équitable, si vous n'allez pas vers le respect de l'autre, vers des accords gagnant-gagnant, ben écoutez, il y aura un prix à payer pour vous, pour les multinationales et leurs profits, etc. Voilà, et encore une fois, merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire, de ce séminaire. Je pense que nous avons besoin de ça parce que ça nous offre des pistes concrètes et je pense que les témoignages concrets qui nous viennent de la RDC peuvent aussi permettre à beaucoup de gens en Belgique, en Europe, de comprendre ce qui se passe vraiment. Parce que effectivement, ça ne fait pas la une de tous les médias tous les jours, et donc il faut qu'on explique aux gens, au public, ce qui se passe vraiment là-bas. Et ce genre d'événements comme aujourd'hui y contribue. Merci beaucoup encore.
Merci beaucoup, Marc. Et pour faire le lien avec la mobilisation, à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés depuis la Belgique, Viva Salud participera à la manifestation nationale qui aura lieu le 2 mars, donc c'est dimanche à 14 heures. Elle commence place du Trône et se terminera devant le Parlement européen, place du Luxembourg à 16 heures. Donc voilà, Viva Saludisra, on espère qu'on sera nombreux. Donc voilà, ça fait partie du rôle de Viva Salud aussi de donner la parole à ses partenaires au Congo en l'occurrence. Eric, tu veux dire encore quelque chose avant que je dise mon mot de la fin? Oui, je voudrais dire quand même qu'il y a une campagne que nous allons lancer dans le cadre du People Health Movement, c'est donc le mouvement populaire pour la santé. C'est par rapport à tout ce qui s'est passé à partir du 26, 27, 28 à Goma. Il y a plus de 4000 morts pour 2 journées. La ville vit dans la psychose. Les hôpitaux sont remplis et beaucoup de blessés. Il y a problème de fourniture d'eau à la population. Il y a vraiment un travail de psychologues pour essayer de soigner psychologiquement ceux qui sont traumatisés. Et donc, nous allons lancer une campagne pour récolter les fonds. Une petite coupure. Eric, je vais reprendre ton idée parce que c'était ça mon mot de la fin. Donc voilà, à mon avis, on va le réentendre d'une seconde à l'autre. Je vais continuer ce que disait Eric en vous disant que ce webinaire a été co-organisé par Viva Salud avec le People Health Movement, le mouvement populaire pour la santé, dont j'ai vu beaucoup de ses membres qui nous suivaient ce soir. C'est pour ça qu'on était un peu partout dans le monde, c'est très bien. Et donc, Étoile du Sud, l'organisation de Eric Kambale avec le People Health Movement, le PHM, va lancer ces prochains jours une campagne de récolte de fonds pour vraiment très concrètement venir en aide à la population. Voilà, c'est vraiment en lien avec ce que Eric vient de nous dire. Et ils vont organiser des cliniques mobiles pour vraiment euh, parce que les hôpitaux sont complètement engorgés, avec aussi, comme il terminait là, en disant, avec tout un appui psychosociologique, et aussi apporter de l'eau dans certains quartiers qui n'en ont plus depuis des jours. Donc voilà, ce qu'on se proposait de faire, c'est de vous envoyer l'enregistrement de ce webinaire et avec celui-là, cet appel de récolte de fonds dont Eric parlait à l'instant. Libre à vous, évidemment, alors de pouvoir participer et de le diffuser auprès de vos proches. Donc voilà, déjà, un grand merci pour ça. Et il me reste à remercier donc comme le disait Monsieur Katende, la soixantaine de participants qui nous ont rejoints ce soir. Ça fait chaud au cœur de voir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que voilà, on s'intéresse à ce qui se passe à l'est du Congo et qu'on veut comprendre un peu mieux cette situation qui est plus complexe qu'elle en a l'air au départ. Donc un tout grand merci à nos 3 orateurs, Jean-Claude Katende, Eric Kambale et Marc Botenga, de nous avoir éclairés ce soir. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Il y avait aussi une petite question de comment on pouvait contacter les intervenants. Le plus simple, c'est via les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas, ils sont sur les réseaux sociaux avec leur prénom et leur nom. N'hésitez pas à les retrouver par ce chemin-là. Un grand merci pour votre participation et je vous souhaite une excellente soirée ou journée selon l'endroit du monde où vous êtes. Et le dernier mot pour les interprètes qui, j'ai entendu, avaient fait un très bon travail en traduisant tout ce qui avait été dit vers l'anglais. Donc merci beaucoup, Alizé et Morgane. À bientôt. Au revoir.